s'est vanné avec le CES de Las Vegas 2014. Il y a une entreprise en France qui existe sur ce thème, en France, qui existe sur l'activité de objets connectés depuis 1999. C'est une société française qui est basée à Bordeaux, qui se dénomme eDevice, et donc je vais appeler un de ses fondateurs, Stéphane Skinazi, qui va nous, selon les figures imposées, va se présenter son entreprise et sa vision du marché. Voilà, merci. Bonsoir, donc je m'appelle Stéphane Skinazi, je vais vous parler ce soir de eDevice. Bon, c'est pareil, j'avais préparé aussi le topo et puis je ne l'ai pas oublié, je l'ai perdu. Alors on va faire avec figure imposée. Bon, moi j'ai démarré en 1984, j'étais tout petit. J'ai monté une première boîte qui était en fait le premier fabricant de modèles en France pour les micro-ordinateurs, qui s'appelle JTEC. C'était en fait le premier fabricant de modèles à fabriquer des modèles en dehors des grosses boîtes qui étaient Sagem, à l'époque, TRT, Alcatel. C'est une boîte qui s'est rapidement diversifiée dans le modèle industriel et dans la connexion des machines, pas du tout à l'Internet. Et puis, puisque ce soir, on va parler de l'Internet des objets, c'est le thème de la soirée, que j'ai oublié mon petit papier. À la place, je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai inventé l'Internet des objets. Je vois qu'il y en a qui sont étonnés. Il y en a qui sourient. Bon, vous ne croyez pas. C'est qu'ils suivent. Bon, vous avez raison, j'exagère un peu, j'aime bien faire ça, j'aime bien filmer un peu. Bon. D'abord, j'ai pas inventé le concept. Je l'ai piqué à quelqu'un qui s'appelle Dan Simons, qui est un auteur de science-fiction, qui a écrit un bouquin en 1989 qui s'appelait Hyperion, et qui a développé un concept qui s'appelait l'infosphère. L'infosphère, c'était un truc de science-fiction, hein, c'est un truc. Le type avait pas mal fumé le jour où il avait écrit ça, probablement, mais c'est justement une sphère où il y a des objets partout qui communiquent entre eux de façon instantanée, de façon universelle. Et là où Dan Simons a été très fort, c'est que non seulement il avait prédit l'Internet des objets 10 ans avant, mais il avait aussi prédit la distribution de contenu. C'est-à-dire, dans son imaginaire, ces appareils aussi allaient distribuer les contenus, la musique, la littérature, etc., de façon pareille, universelle, générale, absolument partout. Et donc, en fait, moi je ne serais pas étonné qu'il y ait quelqu'un chez Apple qui ait lu Dan Simons aussi, il n'y a pas si longtemps. Donc, ça se passe. Maintenant, je vous ai dit ça, je vais vous dire ce que j'ai fait. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en 1999. J'étais aux États-Unis parce que justement, je voulais développer ma clientèle dans ce pays. J'avais des premiers clients dans le domaine des modems industriels aux États-Unis, ça commençait à marcher pas mal, avec des boîtes comme FedEx qui étaient en train justement de connecter tout ce qui est le scannage des paquets pour faire le suivi en temps réel. Des boîtes comme Pinebos qui faisaient le traitement du courrier, toutes les grosses machines de traitement du courrier ont commencé à le connecter. Et puis là je lis Dan Simons. Et j'ai la révélation, je dis mais ce truc c'est génial. Il y a sûrement quelque chose à faire là-dedans. Tout connecté, ça va être génial parce qu'effectivement, on va pouvoir détecter quand une machine, une pièce d'usure commence à s'user avant qu'elle tombe en panne. On va pouvoir détecter quand un consommable n'est plus, il n'y en a plus, donc on va pouvoir le remplacer. On va pouvoir faire des tas de choses de la maintenance préventive, toujours avec une approche industrielle. Hein. Et donc, je me dis, c'est un truc qui est génial. Alors là, j'ai fait une grosse bêtise ce jour-là. Je suis rentré chez moi, il y avait la cafetière qui me regardait dans la cuisine. J'ai pris la cafetière, je l'ai démontée.
Le soir, je l'avais connecté à un de mes modèles industriels. Le lendemain matin, elle réussissait à envoyer un email lorsque il n'y avait plus d'eau dans la cafetière. Et je lui ai dit que c'est une grosse bêtise. Pourquoi? Mais parce que pendant des années, chaque fois que je serrais la main à un type, bonjour, il m'a dit: ah ouais, vous êtes le gars qui connecte les cafetières. Et ça m'a collé comme un sparadrap pendant des années. À partir de là, bon, un modèle industriel, c'est quelque chose qui était assez gros. Il n'était pas question de faire l'Internet des objets avec un truc comme ça. Donc là, j'ai eu deux idées qui en fait étaient assez naturelles arrivées là. La première, c'était qu'il fallait utiliser un protocole universel pour faire parler tous ces objets. Et donc, à l'époque, quand on est en 99, c'était CPIP. Et la deuxième idée, c'est effectivement qu'il fallait réduire le prix autant que possible du point de vue de connectivité de chacun de ces objets si on voulait vraiment que ça se diffuse partout. Si on voulait justement un jour arriver à la prise connectée, à l'interrupteur connecté, à la lampe, etc. Et donc, à ce moment-là, il fallait réduire le prix au maximum. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait arriver à intégrer dans un modem la pile de protocole TCP/IP. Alors pourquoi un modem? Je vous rappelle, donc on est en 99, Internet commence à se développer à vitesse grand V, mais le moyen de connexion Internet à l'époque, il n'y en a qu'un, c'est la ligne téléphonique analogique avec un modem analogique. Le Wi-Fi n'existait pas, c'était en cours de normalisation, la première version de Wi-Fi dans les labos, c'est sorti qu'après. L'Ethernet n'existait que dans les grosses boîtes, c'était quelque chose qui n'était pas encore développé, qui n'était pas du tout disponible chez les particuliers. La connexion sans fil, ça n'existait pas au niveau cellulaire, c'est-à-dire la 3G, ça n'existait pas, même le GPRS n'était pas déployé, il n'y avait que le modem analogique. Donc l'idée, c'est quoi? Un modem analogique, pour faire ça, il faut un processeur qui s'appelle un DSP, c'est un processeur de signal, pour faire la modulation des modulations. Si on arrive, c'est ça, si on arrive à mettre la pile de protocole TCP/IP dans ce processeur, on a gagné, parce qu'on va pouvoir faire la connectivité de la façon la plus simple possible et la moins coûteuse possible, pour l'époque bien sûr, et la mettre dans le plus d'objets possible. Alors ça, jusque-là les idées elles étaient faciles, ça a été un petit peu plus compliqué, ça m'a pris un peu plus de temps. Ça m'a pris à peu près un an pour arriver à mettre une pile de protocole, une pile TCP/IP qui était capable d'envoyer un email, d'envoyer un fichier HTTP et qui faisait 6 kilo-octets. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui m'a pris un petit peu plus de temps. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Entre-temps, j'avais rencontré mon associé Marc Bérédy, qui est ici, à New York, dans un cadre qui n'avait rien à voir avec ça. Je commence à lui parler de ça. On décide de faire une société. Non, là aussi j'exagère, en fait, ça a pris beaucoup plus de temps que ça, parce que lui venait de vendre sa boîte. Il n'avait pas du tout envie de recommencer à faire une aventure tout de suite, et puis bon, ça a été très compliqué. J'ai dû vraiment passer beaucoup de temps, mais bon. On a fini par décider de faire quelque chose ensemble, donc on a monté eDevice en 99 aux États-Unis, et cette société avait pour but, non pas de vendre des objets, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire comme produit avec cette technologie-là, mais de vendre la technologie sous forme de licence à des industriels, dont on imaginait qu'ils allaient pouvoir justement créer des objets à partir de ça. C'est une idée qu'on a vendue assez rapidement donc à DVC, puisque nous on avait besoin de financer. Aux États-Unis ça existait à l'époque, mais on a fait en partie avec DVC français. On a fait deux tours de financement en 2000 et en 2001. En 2001, le dernier, juste avant de commencer la prise des projets Internet, qui moins de 20 ans de me faire connaître. On a ramassé, effectivement, les VC nous ont confié quelque chose comme 15 millions de dollars, ce qui faisait même un peu plus d'euros à l'époque, parce que c'était une époque bénie où l'euro valait vraiment quelque chose. Ça a un peu changé. Bon appétit. Moi je suis puni, hein, mais vous inquiétez pas. Je suis le oui, bon, la fois accélérée. Bon, alors là commence une période de notre vie complètement folle parce que, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Là, on commence à prendre l'avion, on commence à visiter le monde entier pour rencontrer des industriels et puis pour essayer de promouvoir cette idée. Nous sommes reçus absolument partout par les labos de R&D qui veulent tous absolument créer un appareil connecté à Internet. Donc, on va dans des endroits aussi divers que les labos de R&D de Sony au Japon, les labos de Honeywell aux États-Unis. Aux
États-Unis, on visite Coca et aussi Pepsi qui veulent connecter des machines de distribution. On va en Turquie, c'est là où il y a les plus gros fabricants de produits blancs et on fait les photos du premier frigo connecté, la première télé connectée. On va en Chine où les communistes veulent absolument connecter toutes les caisses enregistreuses des petits commerces pour éviter la fraude fiscale. On fait des photos absolument partout. On fait des photos partout, à tel point que c'est pas compliqué. Il y a 6 mois, on a été obligé au bureau de nettoyer un petit peu. Ça fait un semi-relent pour enlever tous les photos qu'on avait fait à cette époque. À partir de là, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les labos de R&D voulaient faire des produits, tout le monde voulait faire des produits, ça ne passait pas la barrière des directions marketing et des directions financières. Souvent, même les gens de la R&D se faisaient engueuler devant eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Je ne vois pas de business model, ça coûte trop cher, on ne peut rien faire avec ce truc. Donc, tout ce qu'on essaye, effectivement, on fait 3 fois le tour du monde en 3-4 ans, et chacun, et puis voilà. Alors par contre, il y a 2 secteurs quand même qui commencent à fonctionner un petit peu. C'est premièrement le secteur du comptage, des compteurs connectés. Et deuxièmement, le secteur médical. Le secteur du comptage, donc, on commence à travailler avec EDF, on fait des prototypes de compteurs connectés, de compteurs électriques. EDF commence à être emballé, bon, ça prend un certain temps, c'est EDF, on s'installe à Clamart, on va voir différentes personnes. Au bout d'un moment, on commence à faire un pilote donc, de quelques milliers de pièces. Pour nous, c'est beaucoup, parce que c'est effectivement une vraie première série. EDF nous fait signer effectivement un contrat de distribution exclusive pour le compteur connecté, et une semaine après avoir signé, on apprend dans la presse que les compteurs connectés vont être développés par Sagem. Oui, c'est dur. C'est dur, donc là, effectivement, il faut prendre le coup, il faut se relever. Et c'est là que, effectivement, on décide d'aller vers le deuxième secteur qui paraît le plus prometteur, le secteur de la santé. Donc à ce moment-là, on prend 3 décisions avec les sous qui nous restent, que vous avez construits ici. La première, c'est de se lancer dans la mise en place d'un système qualité qui soit au niveau médical. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué, puisque jusque-là, on était 19 millions et il fallait aller beaucoup plus loin que ça. La deuxième, c'est de mettre en place une infrastructure de réseau qui nous permet d'assurer le service de la connexion des appareils médicaux de bout en bout, c'est-à-dire de fournir non seulement la partie terminale, mais aussi la partie service, c'est-à-dire de nous associer d'une part avec des opérateurs cellulaires, mais également de mettre en place des infrastructures de réseau et en Europe et aux États-Unis pour pouvoir surveiller qu'est-ce qui se passe sur chaque point, parce que le médical, il faut savoir en permanence qui est connecté, qui n'est pas connecté, et ça doit passer par chez nous. Et puis troisièmement, on décide à leur demande, on rachète avec les sous qui nous restent, on rachète les investissements. À leur demande parce que les fonds arrivaient à l'expiration, et puis parce qu'ils en avaient marre de nous supporter aussi. Ça faisait pratiquement 10 ans qu'ils étaient là, donc voilà, ils en avaient un petit peu marre, nous aussi. Voilà, tout le monde était content. À partir de là, on a eu quelque chose qu'on n'avait pas eu jusqu'alors dans cette histoire, c'est qu'on a commencé à avoir un peu de chance. Et les clients ont commencé à apprécier nos produits aux États-Unis. On est revenu aux États-Unis à ce moment-là, on a commencé à vendre dans des domaines principalement du cardiaque, c'est-à-dire le monitorage des pacemakers et des défibrillateurs. Dans le domaine du monitoring des personnes âgées et des suites post-opératoires, et dans le domaine du diabète, du suivi du diabète. Alors, ce qui est formidable par rapport à ça, c'est que grâce au fait justement qu'on avait développé l'activité de réseau, on a pu développer un modèle de business récurrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 40% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé de façon récurrente, c'est-à-dire qui est réalisé le 1er janvier de l'année, parce que ce sont des abonnements, et puis que les taux de désabonnement sont extrêmement faibles, parce qu'une fois que vous avez un moniteur de pacemaker chez vous, vous n'avez pas de changement. C'est un peu compliqué.
ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ça nous a permis de développer effectivement le finance de la boîte de façon extrêmement rapide. Et aujourd'hui, e-device est devenu une machine à cash puisque ça génère à peu près 250 000 $ par mois, juste de marge, juste sur le revenu récurrent. Et ça, c'est quelque chose effectivement que je n'ai pas gagné le jour où EDF nous a laissé tomber. Voilà, alors, juste, ça c'était la première figure imposée. Très vite, sur la suite, ce que ça, si vous voulez, ce que cette petite aventure m'inspire, et là c'est plus pour discuter avec vous plus tard ce soir, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, c'est trois choses principalement. La première, c'est que le timing c'est très important. Bon, c'est tout ce qui est arrivé trop tard sur un marché, c'est pas une bonne chose, mais arriver trop tôt, ça peut être encore pire. Et à cet égard, le fait de ne pas avoir de concurrents, ça va être quelque chose de terrible. Donc, nous, clairement, on était arrivés trop tôt et on a dû ramer contre le courant jusqu'à ce qu'on trouve effectivement le marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il est très difficile pour une boîte dans ce domaine-là, au moins, de se développer en France. Pourquoi non pas parce que j'entends tous les jours, enfin bien sûr, il y a des problèmes de charge, du coût du travail, etc., mais c'est pas ça que je veux dire ce soir. Moi, ce que je veux dire ce soir, c'est que c'est très difficile de bosser avec des grosses boîtes françaises. Et le problème, effectivement, qui se passe, c'est que c'est simple à comprendre, c'est un écosystème. Vous avez des grosses boîtes, vous avez des petites boîtes. Les grosses boîtes, elles se sont faites au fur et à mesure du temps, elles ont fait de l'innovation à un certain moment, elles sont devenues grosses, elles sont devenues riches, elles font de moins en moins d'innovation parce que le monde a changé, parce que la réglementation est plus importante, parce que les actionnaires ne se comportent plus de la même façon, parce que les systèmes de management ont changé. Et ce sont les petites boîtes maintenant qui font l'innovation. Et les petites boîtes ont besoin des grosses parce qu'elles ont besoin des grosses comme clients d'abord pour leurs produits. Et elles ont besoin des grosses après, une fois qu'elles marchent, enfin pour celles d'entre elles qui survivent, pour se faire racheter, justement, pour que l'écosystème fonctionne et que ces boîtes puissent justement être intégrées dans les plus grosses et que les entrepreneurs puissent devenir des sérieux entrepreneurs, des doctorats, mais il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Et puis pour que le système puisse continuer et que d'autres petites boîtes puissent se prendre à relais et faire de l'innovation. Ça marche aux États-Unis. En France, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et nous, l'expérience EDF nous a montré effectivement que ça fonctionne. Dernier point, pardon. Juste, il ne faut jamais désespérer, ça c'est sûr, parce que même quand vous avez la tête sous l'eau, à un moment, le soleil se remet à briller, ça peut prendre un peu de temps. Donc, si les efforts que vous avez exercés ne suffisent pas, eh bien, ça veut dire qu'il faut exercer plus d'efforts. Alors, juste par rapport au marché, je finis, c'est la dernière figure imposée, parce que j'ai vu sur le marché de l'Internet des objets connectés en général. D'abord, pour moi, ce n'est pas un marché, c'est plusieurs marchés. C'est-à-dire, effectivement, il y a le marché des objets dans le public. Bon, nous, il y a le marché de la santé et des objets, enfin, des objets médicaux connectés. Évidemment, pour nous, c'est très important. Je pense que c'est un marché qui va être amené à se développer de façon extraordinaire. Bon, c'est pas seulement parce que je travaille dedans, mais c'est parce que je le vois tous les jours. Depuis que vous me subissez, là, ça fait à peu près 20 minutes, notre expérience de vie à tous, en moyenne, elle a augmenté de 4 minutes. Bon. Alors, c'est plaisir, comme ça, c'est plus facile de m'écouter. Bon, alors, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est peut-être une figure de style, mais c'est très sérieux, c'est-à-dire qu'effectivement, notre expérience de vie, elle augmente. Et pour des tas de raisons, et ça veut dire que en fin de vie, tout le monde ne va pas pouvoir aller à l'hôpital, il va falloir soigner les gens chez eux, il va falloir pouvoir les connecter pour voir ce qu'ils ont, pour pouvoir les soigner mieux. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer de façon extraordinaire. Donc ça, c'est sûr que ce marché-là, ça va être un marché pour l'Internet des objets. Après, il y a bien sûr le marché de la domotique. C'est un truc auquel je crois depuis très longtemps, mais la domotique, c'est l'idée d'il y a 40 ans on entend toujours quelque chose pour que ça se réalise. Ça, je vais en parler en dernier. Il y a le marché de la ville connectée. En fait, il y a tout un tas de marchés. Certains vont réussir, d'autres pas. Ça, personne n'a la boule de cristal. Certains marchés vont converger, peut-être pas, comme celui des objets connectés et celui du wireless et du quantified self. Aujourd'hui, ce sont deux choses complètement distinctes, avec des demandes qui ne sont pas du tout les mêmes. Ça va peut-être converger, peut-être pas, je n'en sais rien.
Juste, pour finir, deux choses qui pourraient permettre soit le développement, soit qui pourraient tuer le marché de l'Internet des objets. La première, c'est que je fais partie des gens qui ont été très perplexes la semaine d'avant, il y a 15 jours, quand Google a acheté Nest. Non pas pour le montant qui est complètement exorbitant, de 3 milliards de dollars, bon ça c'est pas mon argent, Google fait ce qu'il veut avec son argent, mais juste parce que moi je suis très perplexe par rapport au fait que les gens vont vouloir que leurs données soient chez Google. Google a déjà énormément de nos données. Si en plus, quand vous n'êtes pas devant votre ordinateur, quand vous rentrez chez vous, quand vous sortez de chez vous, quand vous mettez sur 20 sur 22, et que vous êtes dans telle pièce ou dans telle pièce, si Google est au courant, je ne suis pas sûr que les consommateurs soient d'accord avec ça. Alors ça, c'est quelque chose à quoi il faut faire très attention, parce que tout le marché d'Internet des objets, comme il doit faire appel à des plateformes par lesquelles les données passent, si on veut générer des revenus récurrents, il faut faire très attention à ce que ces données soient bien protégées. Et c'est sûr que Google est peut-être pas le mieux placé, effectivement, pour protéger nos données. Donc ça peut être ça peut vraiment être un frein, ou ça pourrait même tuer le marché, je pense. Donc il faut faire très attention à ça. Et le dernier point, c'est quand même, le dernier point, c'est que même si vous avez vu que c'est pas vrai, j'ai pas inventé Internet des objets, pas tout à fait. J'ai quand même été l'avocat de TCP/IP au départ. Maintenant, je n'y crois plus. Je pense que si on veut vraiment tout connecter, il va falloir trouver un autre protocole. TCP/IP, c'est trop compliqué. Mais dans ma vision, il faudra quand même que ça soit le même protocole pour tous les objets. Donc il faudra qu'il reste universel. Donc ça veut dire que ce protocole reste à inventer, et ça veut dire qu'il faut participer aux sessions de normalisation. Bravo. Bravo Stéphane Schinazi, eDevice. Bravo pour votre ténacité aussi, parce que depuis 1999, sans dépasser les choses, vous avez surmonté, vous êtes là ce soir, bravo. Il faut un peu de silence, un peu de calme, et puis après on va faire une pause où on va pouvoir échanger à table, toute la table. Bien, donc merci Stéphane. Alors, c'était intéressant parce que c'est pas du tout évidemment la même expérience que Rafi à l'Adjan et Seth.